Aujourd'hui, le squad, j'accueille François Maubert qui a une boîte à outils très conséquente. Kiné du sport et prépa physique, mais aussi podologue spécialisé en posturo, un kiné de guerre, comme il aime le rappeler, qui met tout son savoir au service des sports de combat. François, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Merci déjà de m'accueillir sur ton podcast. C'est vrai que je le vois souvent passer, j'en ai écouté quelques-uns, donc c'est cool, j'aime bien ton contenu. Après, pour me présenter rapidement, tu l'as un peu fait, voilà, je suis kiné du sport et préparateur physique, mais orienté dans les sports de combat. C'est, je dirais, 70% de mon activité. Donc, j'ai une activité en cabinet de ville de base et une activité à côté où j'accompagne les équipes de France liées au sport de combat. Donc, je dis les parce que je m'occupe du Muay Thai, du kickboxing, du MMA, du grappling, de la boxe anglaise et je bosse aussi à l'INSEP où je m'occupe du pôle haltéro. Donc ça, c'est pour toute la partie sportive. Après, je m'occupe des sportifs pro aussi. En grand nom qu'il y a eu, il y a Cyril Gann, Francis Ngannou. Mhm, C'est les grands noms, récemment Benoît Saint-Denis, mhm. pour les combattants MMA qui combattent à l'UFC. En parallèle de ça, je m'occupe des groupes d'intervention. Je fais la préparation physique de certains groupes d'intervention. C'est-à-dire des groupes d'intervention spécialisés dans les forces spéciales, enfin, je veux dire, Ouais, c'est dans ça. les forces de l'ordre. Ouais, Ok, je peux pas trop étaler dessus, mais en bien gros, sûr. voilà. Je bosse pour ces groupes-là. Ils me demandent en fait une préparation physique alors, prévention des blessures, gestion de la charge d'entraînement, comme ils s'entraînent tout le temps. Voilà, c'est essentiellement ça que je mets en place avec eux. Ok, génial. Bah, écoute, on a bien compris là où on va aller. Justement, tu parlais des combattants et de ces multiples sports dans les sports de combat que tu suis. Ces derniers mois, tu étais donc au championnat du monde de MMA en Serbie, les championnats d'Europe de boxe anglaise au Monténégro, sans oublier ceux de Muay Thai en Turquie. Quel est ton rôle auprès des combattants pendant ces périodes de compétition internationale? En gros résumé, gestion de la récupération et des blessures. Début de séjour, je leur fais un petit débrief je leur fais un petit cours sur les stratégies de récupération, le sommeil, la nutrition, toutes ces choses-là, la gestion de la perte de poids, comment faire, etc. Et après, il y a le côté gestion des blessures, où bon bah voilà, ils arrivent à la compétition déjà avec des petites blessures. Je m'arrange pour les contacter un peu avant pour pouvoir gérer ça justement, qu'on ne se retrouve pas au pied du mur la veille de la compétition. Si j'ai pas réussi à les contacter avant pour gérer les blessures, je les gère. J'essaie de gérer au maximum avant les combats, après ils combattent, et je les gère après les combats, même pendant les combats des fois. Et c'est un espèce de continuum, gestion de blessures, récupération, gestion de blessures, récupération. Vu qu'ils s'entraînent et qu'ils combattent tout le temps, bah, c'est comme ça pendant une semaine, quoi. Ok, En général, donc je sors d'une semaine, souvent les patients me disent, oh, toi, la belle vie, tu pars par-ci, par-là, et ça, c'est cool. Non, quand je rentre, je suis éclaté. ouais, J'ai passé une semaine H24 avec des patients, parce que finalement, c'est ça. bien sûr. Et c'est une sollicitation de 9 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir, non-stop. Voilà, après, il y a des moments de calme, il y a des moments où je peux me poser un peu plus, voilà. Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas des vacances. Ouais, il y a une certaine charge mentale quand tu es vraiment dans un groupe, Ouais. ou en tout cas avec des athlètes, que tu n'as pas, effectivement, comme tu dis, dans une prise en charge libérale. On va dire que quand la personne elle est plus là, bon, bah, toi, tu vas t'occuper d'autres personnes. Là, c'est vraiment focus sur une compétition avec des athlètes. Du coup, si je comprends bien, toi, tu gères ces sélections-là uniquement dans le cadre de compétition. Il n'y a pas forcément de suivi sur le reste de leurs entraînements tout au long de l'année. Oui. J'imagine quand même que eux doivent avoir des staffs dans leur structure. Comment tu gères tout ça? Si tu veux, ça dépend un peu du niveau. C'est sûr que quand on parle de l'équipe de France de boxe anglaise, qui est, bon, bah, c'est encore aujourd'hui, la boxe anglaise est au JO. Donc, ils ont un CREPS, donc ils ont tout un staff avec eux.
Après, quand je m'occupe du Muay et du MMA, etc., bah là, c'est freestyle. Il y a pas de, c'est pas encore au JO. Donc, chacun gère comme il veut. Donc, en général, bah, ils me contactent, on se voit régulièrement. Ils viennent se soigner. Dès qu'ils ont des petits pets, top, ils viennent se soigner au cabinet. Pour le coup, c'est le best. Parce qu'en final, je suis le seul de leur entourage qui va les suivre de A à Z. C'est-à-dire que leurs coachs les accompagnent pas. C'est-à-dire quand D'accord. on part avec le Muay, par exemple, quand on part avec le Muay Thai, c'est des coachs de la Fédé. C'est pas des D'accord. coachs, c'est pas leur coach. Je vois. Du coup, bah, ils doivent s'adapter à ça. Là, au moins, c'est leur kiné. Donc, déjà, voilà, il y a une espèce de côté un peu famille qui est déjà Bien présent, sûr. que je Ça les rassure. connais. Voilà, ça les rassure. Ils savent que je suis là s'il y a un problème, Mm. ils ont pas à s'adapter. Ah, tiens, bah, c'est un nouveau, on sait pas. Voilà. Donc, ça, c'est cool pour eux. Ouais, ouais, effectivement, le fait de bien connaître les athlètes, puis surtout au fur et à mesure, c'est une vraie plus-value dans une prise en charge en kiné. Est-ce que du coup, tu gères que la partie kiné avec eux ou est-ce que tu gères aussi certains athlètes en préparation physique? Hmm. Ouais, je fais leur prépa aussi. Ok, Ça dépend, je fais leur prépa. Des fois, ils habitent pas tous à Paris. Donc, des fois, je leur gère leur prépa à distance, en présentiel. Mais bon, après, on va pas se mentir, dans les sports de combat, il n'y a pas d'argent. Donc, bien souvent, il faut qu'ils taffent à côté. Ils ont des études à côté, il faut qu'ils taffent à côté. Et du coup, bah, il faut se dégager du temps déjà pour les entraînements. Et c'est surprenant à dire, mais la prépa, c'est pas si répandu que ça. C'est nouveau encore dans les sports de combat. C'est pas tellement lié à une volonté, c'est plus lié à un, une méconnaissance et deux, les moyens, quoi. ok. Les moyens. Ouais, tu vois, j'avais justement, moi, l'idée, du coup, visiblement fausse, que dans les sports de combat, c'était plus répandu que dans d'autres sports, notamment parce que, au-delà de l'aspect performance, il y a un aspect de justement ne pas se blesser. Je prends typiquement dans un sport aussi important et complet que le MMA, on sait très bien qu'il y a des moments en fait où l'athlète il va être en situation, on va dire, de danger, mais la préparation physique va l'aider en fait justement à être moins vulnérable, là où dans d'autres sports, la situation de danger, elle est quand même moins importante. Oui, oui, bien sûr. Alors, le MMA, bizarrement, non, pas si bizarrement que ça d'ailleurs, parce que bizarrement dans le sens où ça a débarqué en France en 2020. Ouais, La prise en charge du MMA, de l'athlète MMA, du combattant MMA est beaucoup plus évoluée que dans la plupart des autres sports de combat. d'accord. Donc, l'exemple du MMA n'est pas le super bon exemple dans le sens où eux, pour le coup, ils font de la prépa. Ouais, Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une espèce de culture, comme le MMA bah, vient des États-Unis, entre autres. ouais, ouais, Aux États-Unis, c'est normal, quoi. La prépa, on n'y coupe pas. Donc, quand le MMA a débarqué en France, il a apporté aussi cette notion de préparation physique. Et bon, après, pas très compliqué de comprendre que s'enfermer dans la cage avec un autre gars, si on n'est pas prêt physiquement, mm, ça mm, risque d'être compliqué quand même. Il y a cette notion-là. Mais par exemple, le Muay Thai, comme c'est un truc qui existe depuis longtemps, qui est bien ancré en France, c'est un peu à l'ancienne, hein. C'est d'accord. pompe, abdos, squat, Ouais, burpees, voilà. Et puis on fait ça à la fin du cours ou en début à l'échauffement. Et puis point barre. Là, il n'y a pas de notion vraiment de préparation physique. En général, les coachs, bah, c'est des gars un peu à l'ancienne, qui voilà, durent. Les techniques fonctionnent, hein, donc ils font des résultats, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on n'est pas dans le top en termes d'optimisation de la performance, quoi. ouais, on voit véritablement le poids des traditions et de la culture du sport. Bon, au Krebs avec la boxe anglaise, forcément, ils ont des prépas physiques. Grappling, pareil, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire que si l'athlète se prend pas en charge par lui-même, ça va pas se faire. Il faut D'accord. vraiment qu'il ait la volonté de se dire, allez, moi là, je veux performer, il faut que. Et Ok, ça, c'est ok. même au haut niveau, hein. Même au haut niveau, les gars sont médaillés d'or de partout. Je leur Ouais. dis, t'as fait ta prépa, parce que là, tu as l'air un peu cramé vers la fin, là. Je dis, bah non, non, j'avais pas le temps, en fait. Mais justement, c'est intéressant, c'est que je pense que toi, en sélection, tu as sûrement ce rôle d'éducation. Comme tu en as parlé tout à l'heure en parlant notamment des préventions de blessures et des stratégies de récupération,
Tu as parlé de sommeil, tu as parlé d'alimentation, d'hydratation, qui sont, on le sait, les piliers de la récupération. Mais finalement, pour aller un peu plus loin, quelles sont les stratégies de récupération que tu mets en place entre les combats? Il y a les stratégies avant, pendant et après les combats, Ok. qui sont pas forcément les mêmes. On va dire que il y a une théorie, c'est souvent ce que je dis à mes stagiaires, il y a la théorie et il y a la pratique du terrain. Et des fois, bah, c'est pas forcément possible. Par exemple, il y a des athlètes qui aiment les bains froids. Voilà. Ils aiment les bains froids. Bah, par exemple, en Thaïlande, quand c'est comme ça, après les combats, je vais choper une poubelle, je mets un sac poubelle dedans, je bombarde de glace parce qu'il y a de la glace partout là-bas et de l'eau et basta. Et là, ils ont leur cryo et voilà. Et tout le monde passe à la cryo s'ils veulent. Ils passent à leur cryo. En général, ils aiment bien hein, quand on s'est fait matraquer là, au moins les jambes. Quand on se Hmm, les a fait matraquer de low kick, on est content d'avoir une petite cryo pour avoir un petit effet antalgique derrière. Mais bon, il se trouve que des fois, je suis en Biélorussie, il y a pas un bête de glace. Bah là, ils veulent de la cryo, il n'y en a pas. Donc quand c'est comme ça, on adapte. Donc voilà, il y a une part d'adaptation, il y a une part de subjectivité aussi de l'athlète, hein. Il y en a, qui préfèrent récupérer au calme dans leur chambre. Voilà. Après, tout ce qui est gestion de sommeil, tout ce qui est boisson d'effort, gestion de la nutrition, après combat, pendant combat, avant combat, tout ça, c'est des topos que je leur fais en début de compétition. mhm. Je leur explique, voilà, je vous déconseille fortement les portables à partir d'une certaine heure par rapport à la lumière, etc. Bon, après, ils l'appliquent pas. Je peux pas être derrière tout le monde. Tu vois, Bien sûr, quand ouais. j'ai une équipe de 20 mecs à gérer, je peux pas être derrière tout le monde. Je leur donne les bonnes infos. Après, voilà, il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas. C'est comme ça. Après, c'est eux et eux. Mais voilà, en termes de stratégie de récupération, c'est ça. C'est optimisation du sommeil. Donc pour ça, je passe par les massages plutôt en soirée. Je vais partir sur des massages très relaxants qui va vraiment jouer sur le système parasympathique. Je peux aussi inclure des petites notions d'hypnose, tu vois, pour vraiment mettre la personne dans un état un peu second. Et comme on est à l'hôtel, dès qu'il sort de ma séance, hop, il part direct dans sa chambre, il dort. Et après, bah, la nutrition, c'est un peu bah, quand je les vois se gaver, je sais pas, de gâteaux ou de trucs gras. Je leur dis attention les gars, voilà, vous savez bien que le gras, c'est pas le carburant optimal pour performer en pleine semaine de compétition. Hmm. Donc attention avec le gras et les fibres. Donc voilà, c'est un espèce de, je suis comme un nuage qui est présent tout le temps au-dessus quoi. Ouais, je vois. Je gère un peu tout le temps. Voilà. Et après, il y en a qui sont demandeurs, il y en a qui gèrent leur vie. Mhm. Et la récupération, c'est avant tout quelque chose de personnel. Donc, Ouais. je vais pas leur courir après avec mon seau de glace en disant, attends, faut que je te glace. Je les laisse libres. Si ils sont intéressés par ça, en général, quand ils voient les copains le faire, ils le font. Et quand c'est comme ça, bah, je leur explique qu'ils fassent pas bêtement les choses. Et puis voilà, puis s'ils veulent rester dans leur chambre, ils restent dans leur chambre, quoi. Comme on disait, il y a des piliers qui sont importants, sont ceux que tu as cités au préalable. Mais après, il y a un rôle vraiment psychologique de récupération mentale qui est vraiment propre à l'athlète, de manière très binaire entre, par exemple, le chaud et le froid. Il y en a qui vont préférer le chaud, il y en a qui vont préférer le froid. Et faut être OK avec ça, effectivement. Tu parlais de blessures. Ça me fait penser, j'ai vu une story il y a quelques mois où tu disais que tu mettais des fausses trappes pour leurrer l'adversaire Mm. sur les réels antécédents de blessures de l'athlète. J'ai trouvé vraiment ça génial, je ne connaissais pas du tout. Peux-tu nous en parler un peu plus? Bah ouais, du coup, on est dans les sports de combat. On a beau être dans un sport, il y a une notion quand même de vice. Bah voilà, si il y a un athlète qui voit que le genou, bah, il a un strap, c'est évident qu'il va aller taper dedans, hein. C'est une cible. Mhm. Et c'est clair que pour éviter les cibles, bah, on va leurrer l'adversaire en mettant un strap de l'autre côté, Ouais, génial. par exemple. Ou bon, après, il y en a, ils sont un peu parano, ils disent ouais, mets-moi sur toutes les articulations, comme ça au moins. Ouais, et voilà. Alors du coup, je strappe tout le monde. Après, les straps, ça c'est surtout en grappling, où les Ok, straps sont autorisés. En MMA, c'est pas autorisé, les straps dans la cage. Donc bon, bah là, voilà, c'est fait. Et en Muay Thai, c'est toléré au niveau des chevilles, mais comme ils ont des protèges tibia, en général, ça se voit pas trop. ouais. Donc bon, il n'y a pas trop de... Il y a pas trop de soucis, mais surtout en grappling, là, en plus, grappling, par définition, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'objectif, c'est de faire une entorse ou une luxation à son adversaire sur une Mm. clé.
Mm. articulaire. Donc, s'il voit que sur cette articulation, il y a déjà un problème, bah, alors là, il va foncer dessus, première occasion, hein. Ouais, clairement. Ok, justement, on va parler d'un petit cas clinique sur la gestion de l'urgence qui pourrait être finalement utilisée par tous les athlètes qui ne sont pas élites. On va imaginer un combattant sans staff médical, juste avec son coach, qui est en combat au fin fond de la Biélorussie. Lors du combat, il se luxe l'épaule. Finalement, qui doit aller voir et que doit faire le coach pour ne pas aggraver les choses? Ça arrive, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Encore une fois, il y a la pratique, il y a la théorie. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, oh là là, faut surtout pas, si l'élève s'est luxé, faut pas être touché, faut aller à l'hôpital le plus vite possible, etc. Sauf que quand on voit le staff médical, on parle de la Biélorussie, mais on pourrait parler d'autres pays, Mhm. c'est dur. Le gars a l'épaule dans l'oreille, c'est bombe de froid, il bouge l'épaule n'importe comment, grosse trappe, ça ira mieux demain, quoi. Donc, Ok. c'est des trucs, quand on voit ça, c'est terrible. La gestion de l'urgence dans les pays comme ça, bah, quand c'est trop, trop urgent, on rapatrie. On va pas rester une semaine avec l'épaule sortie. Le Mhm. mieux, ça reste de rapatrier et de pas gérer les blessures sur place. Pour les petites blessures qui peuvent se gérer sur place, il y a un arbre décisionnel. Après, il faut faire attention de ne pas faire de la médecine. Il faut rester dans son cadre Ouais. légal. Mhm. Mais il y a un arbre décisionnel à connaître, à savoir, voilà, par exemple, pour les chouchous, là, quand ils ont un hématome au niveau de l'oreille, Mhm. bon, bah, plus on attend, moins ça va être compliqué de le résorber. Donc, il faut vraiment s'en occuper vite. Donc, c'est pas j'attends que les combats se terminent pour voir les copains et puis je vais m'en occuper après. Non, c'est au coach d'aller, de le ponctionner. Alors, voilà, s'il n'y a pas de. Théoriquement, si on est en France, il faut aller voir un médecin aux urgences. Ils vont prendre une seringue aspirante et voilà, ils vont drainer Mhm. un peu les choses. Bien sûr. Mais quand on est au fin fond et que voilà, on a effectivement notre propre seringue qui est faite pour ça, bah hop, on ponctionne, on désinfecte, on ponctionne, on redésinfecte. Et voilà, ça c'est les petites blessures comme ça. Il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres, voilà, Ouais, des bien petites sûr. précautions à prendre, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Après, luxation, je sais que bon bah des fois, il y a des luxations qui se remettent. Voilà, sans forcer. Il y a zéro force à mettre. Mhm. Juste en prenant le bras doucement et hop, ça se remet tout seul. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui peuvent se faire, mais quand c'est trop, trop luxé, là, quand c'est trop grave, c'est rapatriement. Mhm. Après, il y a aussi la notion de haute blessure qui est complètement sous-estimée parce que pas visible, c'est les commotions. Justement, j'aimerais qu'on parle des commotions cérébrales dans le sport, et Ouais. notamment bah, toi avec ta spécialité pardon, sport de combat. Est-ce Mm. qu'il y a une différence de risque entre les sports que tu suis et comment es-tu à la diminution des risques de trauma crânien? Bah, il y a une différence, c'est sûr que les sports de préhension, il y a quand même moins de risques d'avoir de commotion que les sports de percussion. Après, dans les sports de préhension, il y a les chaos vasculaires. Ils Ouais. étranglent leur adversaire. Ça peut durer comme ça longtemps, hein. Je me rappelle d'avoir vu une combattante, elle est restée, je sais pas, peut-être plus d'une minute inconsciente après un étranglement. Là, je pense qu'on peut parler quand même, on peut pas parler de commotion, mais en termes de protocole post-commotion, je pense que on est Ouais. proche de la même chose quand même. Ouais, Parce ouais, que parce qu'il y a une vraie atteinte cérébrale, ouais. bah ouais, il y a quelques neurones qui ont dû partir au passage. Donc après, en termes de prévention des commotions, il y a plein de choses à mettre en place. Bon, ça pareil, hein. Ça faut vraiment que les coachs ils se forment là-dessus. On sait que 50% des commotions sont détectées par les coachs et dans 5% des cas, ils les détectent mal. C'est eux les premiers en fait sur le terrain, c'est normal, mais Mhm. ils les détectent mal. Ils ne détectent pas tous les signes en tout cas. Ils voient Ouais, les grosses commotions, perte de connaissance, la tête qui brille et tout. Mais ouais. les petites commotions, ça passe inaperçu. Bien souvent, là, c'est des statistiques de l'UFC Institute. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UFC Institute, c'est en gros aux États-Unis à Las Vegas. C'est l'INSEP des sports de combat. C'est vraiment voilà, le pôle des sports de combat là-bas et ils passent Ok. leur temps à faire des stats sur les combattants. Donc pour moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et il se trouve que ils sont aperçus que après commotion, 50% des combattants retournent à l'entraînement
normal, comme si de rien n'était. 50%, c'est énorme. Énorme. Donc, bon, quand on connaît, là en France, on a mis en place la FMMAF, la fédération de MMA, a mis en place donc tout un cahier des charges. Dès qu'il y a une commotion, voilà, ça rentre, on rentre dans un système qui fait que c'est relativement cadré. S'il y a plus de 3 commotions dans la carrière de la personne, c'est terminé. Mm. Alors vraiment, le dossier est analysé. La FMMAF a vraiment mis en place un espèce de filtrage et qui fait que c'est carré. Le combattant peut pas partir chez lui comme c'était quand je faisais du MMA à l'époque, il y a 10 ans au début du MMA. Ben, on allait combattre en Belgique, on se prenait des KO, on rentrait chez soi, on se posait devant Comme la ça. télé, voilà, puis on était en mode Comme tu dis, se poser devant la télé, devant un écran. c'est ça, Ouais. devant l'écran, Ouais. ou même pire, hein, des fois, bah voilà, on a fini le combat, c'était une belle guerre, hein, viens, on va en boîte, on se met une race, on dort pas, enfin, ouais, Ouais. les trucs de l'espace, quoi. En termes de prévention, ce qu'on peut mettre en place dans les protections, il y a le thème protection. Donc, il y a la notion de casque. Ça, 50% des études disent, voilà, le fait de mettre un casque à l'entraînement ou en compétition, ça permet de diminuer l'impact, etc. OK. Mais il y a d'autres études aussi qui disent que, au contraire, le fait de mettre un casque, forcément, ça augmente le volume de la tête, par Ouais. définition, ça augmente le poids de la tête. Ouais. Et donc, du coup, quand tu te prends le coup, bah, l'inertie est plus importante. Ouais. Donc, du coup, l'effet commotion est pire. Moi, je suis plus de cet avis-là. Et pour l'avoir testé, je sais D'accord. que quand je me prends une droite avec un casque, je le ressens beaucoup plus que quand j'ai pas de casque. Surtout les D'accord. casques avec des grosses. Il y en a, ils ont des grosses protections ici, là. Ça, c'est Mhm. terrible, ça. Alors, oui, on est moins marqué au niveau du visage, mais par contre, on est marqué au niveau du cerveau. Donc, c'est pas ouf. En deuxième protection, on a les protège-dents. Ça, c'est important. Un protège-dents bien moulé, on serre bien dedans au moment de l'impact. Donc, quand on frappe, ça, c'est des choses à faire attention. On voit souvent les gars qui frappent, ils crient. Mais en criant, automatiquement, bah, on ouvre, on désolidarise la tension au niveau de la mâchoire. Ouais. On sait que la mâchoire et les cervicales sont liées. Exact. Et il y a des études qui ont montré que voilà, on peut vraiment augmenter les niveaux de force du coup en ayant un protège-dents bien serré. Donc, ça, c'est un Mhm. truc à prendre en considération. Après, il y a les mitaines. Ça, c'est parlant MMA, mais dans tous les autres sports de combat, de percussion, avoir des gros gants, s'entraîner avec des gros gants et pas s'entraîner avec des petits gants UFC, des trucs de 4 os tout petits. Et la vaseline, quand on a des sparring durs ou en prévention d'un combat un peu dur, moi, les athlètes qui portent des casques, je leur mets de la vaseline sur le casque, je leur mets de la vaseline sur le visage pour que les coups voilà, glissent un peu plus, qu'il y ait moins d'accroche au niveau de la prise. Donc ça, c'est au niveau des protections. Après, il y a forcément le renforcement du cou, surtout le trapèze, de manière optimale, ce qui n'est pas souvent fait. Après, il y a tout ce qui va être la gestion des sparring durs aussi. Voilà, si on se fait des guerres avant les guerres, c'est évident. Si on se prend des commotions à l'entraînement, c'est pas parce que le combat n'a pas été annulé qu'il faut y aller. Il y a eu une commotion en fait. Donc ça arrive très très souvent. Il y a la notion aussi de boxing business, c'est-à-dire les combattants qui boxent tous les week-ends. Les commotions, pas commotion, il y a besoin d'argent, il y a besoin voilà, de se faire connaître, donc ça Mm. boxe très souvent. Mm. Ben, ça pareil, hein, ça c'est sûr que le résultat sera pas bon à la fin. La notion de catégorie de poids tourne avec des gars de sa catégorie. Ça a été montré que tourner avec des personnes plus lourdes que soi, il y a un risque de commotion plus élevé. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. Les arbitres, former les arbitres. Il y a des arbitres encore aujourd'hui qui sont trop lents sur justement de la détection des commotions. C'est-à-dire que on voit, tout le monde a vu, le public tape dans les mains, dit attention, et l'arbitre ne voit pas, il n'arrête pas, et il y a encore des frappes, comme au MMA. Tant que l'arbitre n'arrête pas, les frappes continuent. Donc, s'il n'y a pas un arbitre de qualité, ça, c'est terrible, hein. La préparation physique est importante. C'est sûr que si la personne a un cardio dans les chaussettes, au bout du deuxième round, son système nerveux, musculaire est plus là. Mhm. Donc, c'est évident que quand il va se prendre un coup, les réactions du corps vont pas être les mêmes. Donc, Mm. ça, c'est l'intérêt de la préparation physique. Après, il y a la gestion du cutting, donc la perte de poids, notamment d'eau, avant les combats. Ça, on sait que bah, l'importance de l'eau pour le système nerveux, c'est super important. Et on sait que si la recharge en eau post-pesée a été mal faite,
il y a un risque de chaos élevé aussi, hein, ça c'est clair. Hein. Et un petit truc que peu de personnes savent, mais le travail oculaire, de la motilité oculaire, c'est un truc aussi intéressant. On sait que bon bah si on a une bonne mobilité de l'œil, une bonne motricité de l'œil, on a des réflexes qui sont quand même un peu plus présents. Donc, tout un petit travail de réflexe qui va permettre de prévenir le coup, quoi, le coup dur. Donc, le travail oculaire dans la préparation physique, c'est intéressant à mettre en place pour ça, justement aussi. Donc, Ok. voilà, il y a tout ça là. Donc, c'est pas juste je renforce mon coup, puis basta. C'est milliards de choses. Parce que là, je Ok. rentre pas dans les détails de chaque truc, mais c'est des poupées russes. On peut encore débattre 4 heures. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'était très complet. Ta réponse est très complète. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que on a bien compris qu'il y a la commotion en aigu. Le mec, il a des signes de commotion, il y a commotion cérébrale et il y a une prise en charge qui doit être prise. Mais il y a aussi ben, les multiples commotions que peuvent avoir. Tu parlais de trois commotions cérébrales et donc arrêt d'une carrière, ce Hmm. qui peut paraître peu, mais effectivement, il y a un impact en fait sur le cerveau qui est tel que d'un point de vue santé, c'est hyper important. On a vu, hein, il y a des IRM qui ont été faits directement après la commotion et je crois que c'était 5 ans après. On voyait encore la trace au niveau du cerveau, on voyait encore la trace de l'hématome qui était, voilà, qui était atténuée, hein, mais on voyait quand même qu'il y avait une trace, il y avait une tache qui était là. Donc c'est pas du tout anodin de se faire une commotion au niveau cérébral, c'est pas anodin. Hein. Ouais, Voilà. ouais, et justement, on sait aussi que lors des commotions, bah, il va y avoir des personnes qui vont pas être adhérentes avec le staff, parce que justement aussi, cette commotion va perturber l'athlète. Donc c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est important que tous les acteurs qui soient autour, tu parlais notamment des arbitres, je pense aussi forcément au staff qu'il y a autour, aux Au coach. administrations, etc., d'être vraiment formés là-dessus et qu'il y ait des personnes qui soient aptes à détecter déjà les signes et puis à être suffisamment, avoir le droit en fait de dire c'est terminé. Ouais, jeter l'éponge, hein, ça, jeter l'éponge, c'est dur. Hein. Il y a des coachs, Bien sûr. ils sont en mode non, non, c'est un guerrier, on jette pas l'éponge. Ouais, surtout dans les sports de combat où visiblement tu dis qu'il y en a qui font des combats régulièrement, à intervalles réguliers, hebdomadaires, mensuels, etc. Mais sinon, dis-moi si je me trompe, mais dans les sports de combat, souvent les combattants, ils combattent rarement quand même dans l'année. Donc, ils se préparent beaucoup au préalable pour un combat. Et c'est vrai que jeter l'éponge sur une compétition, un combat voilà, sur lesquels ils ont investi énormément de temps et d'énergie, ça peut être vraiment frustrant. Ah, c'est sûr, hein. En général, bon, le Muay Thai, il peut y avoir vraiment des combats toutes les semaines. D'accord. Ça, c'est clair. Mais si on parle du haut niveau, on va dire l'UFC, où là, les combattants, ils peuvent se faire jusqu'à des 500 000 euros. C'est sûr que là, on s'accroche, quoi. On s'accroche, on Ouais. va pas jeter l'éponge, c'est une erreur. Mais Ouais. voilà, là, on se confronte au business. Donc, la santé, le business, c'est à l'athlète aussi d'être, entre guillemets, lucide. Bon, quand tu es commotionné, tu plus trop lucide, mais C'est ça le problème. de dire, en fait, théoriquement, c'est ça. Théoriquement, c'est de dire, voilà, là, j'ai pris un mauvais coup, j'ai eu une commotion, c'est mort. Si Mm. j'arrête là parce que c'est ma santé qui va prendre un coup après. Mais Oui, bon, ça, parce c'est. qu'effectivement, lors du combat, s'il y a une personne qui est neutre et qui dit, qui fait les tests, les questionnaires, etc., et qui dit, bon, bah, c'est terminé, bon, bah, voilà, c'est l'arbitre, admettons, ou une personne neutre, c'est simple. Mais effectivement, tu parlais de toute la préparation en amont, lors de l'entraînement, etc., où potentiellement l'athlète, il a été victime d'une commotion. Bah, en fait, on va taire la chose parce qu'on va se dire, effectivement, il y a un combat derrière qui va être très important pour l'athlète. Ouais. Bah, c'est ça. Ça, moi, je l'ai vu plein de fois. Hein, des gars KO, ils combattent dans 2 semaines. Le gars s'est pris un KO. Il s'est pris un KO, genre perte de connaissance, la totale. Le truc qui demande 1 mois d'arrêt minimum. Ouais. Il s'est pris un KO et ben, il va aller, il va le faire son combat. Hein. Il n'y a pas de souci. À un moment, on peut pas être non plus à la place des combattants, quoi. Ouais, ouais, C'est exactement. Ouais. voilà, on n'est pas leur mère. Si tu veux t'éclater la santé,
bah vas-y, je veux dire, on va pas te courir après. Mm, Mais c'est sûr que, encore une fois, s'ils étaient un peu plus formés, donc ça passe par les coachs dans un premier temps et les athlètes dans un deuxième temps, bah, ils se rendraient compte des conséquences d'une commotion. Parce qu'ils se disent, oui, plus tard, peut-être que j'aurai une démence pugistique. Oui, ça peut arriver plus tôt aussi. Quand je faisais MMA, là, il y a une dizaine d'années, là, les gars qu'on voit actuellement, les anciens, parce qu'on commence à être les anciens, ouais, des fois, il y en a un certain, ils bégayent un peu quand même, hein. mm. Ils sont pas fluides niveau. Ouais, c'est Ouais. pas le fruit du hasard. Et puis surtout, une carrière d'un athlète, si tu prends la vie globale, finalement, c'est assez peu, hein. Je pense Mm, qu'à 30, 35 ans, c'est terminé, légèrement plus peut-être pour mm. certains. Mais c'est vrai que si tu compares ça à une vie d'une personne de 80 ans, finalement, c'est quand même, il y a quelque chose quoi, derrière. Bah, tu peux pas t'en sortir pareil quand tu t'es pris une commotion et que quand tu t'es pas pris de commotion. Mm, C'est sûr que les conséquences arrivées à 70 ans vont pas être les mêmes. C'est pas possible. Souvent, je leur dis, hein, les coups, c'est pas des bonbons, hein. On n'est pas fait pour se recevoir des coups, hein. mm, mm, Le mm. corps humain, s'il réagit à ça, c'est que c'est pas normal. On peut minimiser les choses. Mais pour ça, bah, voilà, le listing que j'ai fait avant, bah, ça, faudrait que tous les coachs le captent et les athlètes aussi, en fait. Dans tes conseils sur les commotions cérébrales, tu as parlé de l'œil, notamment de la mobilité de l'œil. J'aimerais qu'on parle justement de ce développement des capacités visuelles et tout simplement déjà, toi, avec tes compétences en posturologie, qu'est-ce que tu apportes aux combattants grâce à cette casquette? En fait, le bagage que j'utilise pour ça, c'est un espèce de bagage mixte. De toute façon, on fait tous des bagages mixtes en fonction des formations qu'on fait, si Mhm, on est intelligent et si on fait pas les trucs bêtes. Je combine la posturologie, la podologie un petit peu et les préférences motrices. Et je combine l'ensemble pour faire un espèce donc de profilage de l'athlète, entre guillemets, et bah, déterminer ses points forts, ses points faibles, sans pour autant le mettre dans des cases. Parce que mhm, souvent, quand on entend préférence motrice, on entend, voilà, bah, toi, t'es aérien, toi, t'es terrien, et puis voilà, c'est pas si simple que ça. Le corps humain, il s'adapte en fonction des stress. Et il se trouve que monter dans une cage, c'est un stress. J'ai vu des gars faire toute leur préparation physique en terrien, et dans la cage, c'est des aériens. C'est-à-dire que le ok. stress, ça peut faire switcher les choses. Donc voilà, donc on le voyait dans la cage, le combat avait rien à voir par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Donc forcément, il se fatiguait vachement plus vu qu'il a été entraîné de la mauvaise manière en fait. Donc voilà, c'est dans cette partie-là. Après, tout ce qui va être bah, œil directeur, œil dominant, tout ce petit, cette petite histoire-là, bah, je vais le déterminer avec l'athlète. Il se trouve que en boxe, on nous enseigne la boxe en fonction de droitier-gaucher, alors que théoriquement, on devrait enseigner la boxe en fonction de l'œil directeur, vu que bah, les yeux, c'est ce qui vont capter l'information et c'est ce qui va nous permettre de cibler les choses Mhm. pour frapper. Donc ça, pareil, le temps que les coachs comprennent ça, les coachs de boxe anglaise notamment, qui sont vraiment à l'ancienne, il y a un monde. Mais théoriquement, ça m'est arrivé de donner des petits coachings de boxe. Et quand je donne les coachings, je commence toujours par voilà, déterminer l'œil directeur. Et en fonction de ça, bah, la garde, c'est pas la même. C'est sûr que si Mhm. je mets mon œil directeur ici, bah, je vais capter, je vais être plus précis sur certaines choses. Là, je vais peut-être avoir un œil périphérique ici qui va me permettre de capter bah, tout ce qui va être crochet. Donc, en fonction du placement, voilà, les choses vont pas être ça va pas être la même. Prise en charge n'est pas la même, en fait. Voilà, c'est là-dessus qu'intervient. Après, il y a aussi des athlètes qui ont des troubles de la posture. Voilà, la position typique du boxeur, tête en avant, épaule en avant, voilà, et une prise en charge posturale est intéressant par rapport à ça pour prévenir et pouvoir traiter les douleurs qu'ils ont, qui peuvent être cervicales et à l'intérieur d'épaule. Ok. Est-ce que quand tu as des athlètes donc, qui sont blessés et que tu es en rééducation, est-ce que malgré tout, c'est des choses que tu vas inclure en plus en fait dans une rééducation? Je pense notamment dans le foot. Nous, ce qu'on faisait à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y avait des stimulations oculaires, notamment avec un outil qui s'appelle iMotion et qui, voilà, on le sait, un footballeur, donc il est sur le terrain. En l'occurrence, il faut qu'il développe sa capacité
visuelle latérale, celle qui est aussi en avant, en arrière, être capable véritablement d'être à l'aise dans cet environnement-là. C'est des capacités qui peuvent se perdre petit à petit lors d'une rééducation, lorsqu'il n'est finalement pas stimulé dans son environnement. Est-ce que toi, c'est des choses que tu fais? Ouais, c'est quand ils sont, surtout quand on est dans l'aigu. On Ouais, est dans l'aigu, c'est-à-dire que n'importe quoi, il s'est fait les croisés, par exemple. Je vais profiter du fait que, entre guillemets, on repart sur une base neutre. C'est-à-dire, voilà, le patient alité, entre guillemets. Voilà, on repart de zéro physique pour le construire dans une voie optimale par rapport à ça. Par exemple, l'imagerie motrice, c'est des trucs que je fais. L'athlète va visualiser ses combats, visualiser son dernier combat, ou va visualiser un entraînement. Ça, c'est des choses que je fais. Après, après voilà. non, ouais, cool. Tu as parlé de préférence motrice, tu as parlé de posturologie. Il me semble qu'il y en a un qui est plus basé sur le statique, d'autres qui sont plus basés sur le dynamique. Quelle En est fait, ta vision de tout ça? c'est deux opposés. C'est-à-dire qu'il y a la posturologie qui est en mode tout le monde doit rentrer droit, ça doit être carré, on doit tous être droit. Et il y a les préférences motrices qui sont l'opposé. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux. Parce que les D'accord. préférences motrices, c'est préférence motrice. C'est si tu as une épaule un petit peu plus haute que l'autre, c'est pas grave. Tu es droitier, tu es gaucher. À partir du moment où on a une notion de latéralité, c'est sûr que on va pas être symétrique. Donc, vouloir absolument trouver le truc parfait, on n'est pas des meubles Ikea, quoi. Donc, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, la personne, ou en tout cas, si on parle de sportif, le sportif, va rapidement retomber dans ces schémas dès que voilà. Ou alors, il faudrait déconstruire les schémas. Et chez un sportif, je suis pas sûr que déconstruire des schémas, ça soit super performant. Hmm. Ou alors, il faudrait les prendre très jeunes et dès le plus jeune âge, les mettre, entre guillemets, dans un schéma. Mais c'est pas indiqué. Donc voilà, la posturologie et la préférence motrice, c'est vraiment les deux opposés. Mhm. Donc j'utilise les outils de l'un et ça s'arrête aux limites de l'autre. Donc c'est plus comme ça que j'utilise Hmm. la, Ouais, cette- finalement, j'imagine que ça a vachement développé ton esprit critique par rapport à ça et que tu as appris ce qu'il y avait à apprendre dans toutes ces formations et laissé ce qu'il y avait à laisser. c'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, ceux qui se lancent dans, je sais pas, formation genre Mackenzie, je sais pas si tu vois. Mackenzie, quand tu vois des Mackenzieistes, je sais plus comment ils s'appellent, je dis, les gars, il n'y a pas que ça, hein. Et tu vois, quand on suit les formations, les formateurs, on a l'impression d'être dans une secte. S'ils te ramenez-moi un patient, je le sauve. Ouais, mais il a un problème de cheville. Ouais, mais je le sauve, tu vas voir. Ok. Donc, à un moment, on prend ces formations-là. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aimerais jamais être formateur de ces formations-là parce que ça voudrait dire se mettre un carcan assez puissant. Et donc, on prend les formations, on prend ce qui nous intéresse, on jarte ce qui nous intéresse pas et on fait notre sauce par rapport à notre pratique de terrain, notre pratique. Parce que des fois, on va pas se mentir, par exemple, les réflexes archaïques. Ça, c'est le truc à la mode en ce moment-là. Ouais, ouais. Les réflexes archaïques, c'est cool, hein, mais dire à son patient que tous les jours, va falloir qu'il fasse des trucs, des bails, des trucs bizarres et tout, et que l'évolution sera peut-être d'ici un an, 2 ans, en pratique, personne ne va le faire. Et l'observance de ce traitement-là, ça se mettra, les gens ne le feront pas. Les gens ne le feront pas parce qu'ils ne sentiront pas le truc, ou alors, sauf s'ils ont une confiance aveugle en leur praticien. Mais voilà, il faut aussi prendre les informations, ok, mais les confronter au terrain. Et des fois, ça m'arrivait de sortir dans des formations, dire, putain, c'est cool, j'ai appris plein de trucs. Bon, bah voilà, j'ai appris des trucs. Mm. Je peux parler sur un sujet, mais jamais de ma vie je le mettrai en pratique. Mais ce que je trouve intéressant, tu parlais de terrain et tu as parlé des préférences motrices qui vont être différentes en fonction du contexte et donc l'adaptation de l'athlète en fonction de ce contexte-là. Moi, je pense qu'effectivement, donc, ça doit être. On parle de préférences motrices, mais c'est valable pour tout. Et au final, on se rend compte de la limite
des bilans qu'on peut faire dans un contexte bien précis, en cabinet, en structure, etc. Là où ben, il y a ce contexte en fait sportif, le stress, etc., qui va rentrer en compte. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, notamment toi dans ton parcours, c'est que tu es toujours sur le terrain. Et donc, finalement, tu vas avoir un œil de thérapeute avec tes athlètes hors contexte du sport, mais tu as aussi cet œil du thérapeute dans le contexte du sport. Et tu vas rejoindre, en fait, j'imagine, ces deux informations pour véritablement avoir une cartographie où il n'y a pas de biais finalement. C'est ça. Après, le terrain, faire que du terrain, c'est aussi très pauvre. OK. Parce que on est confronté aussi aux politiques, on est confronté aux coachs, aux idées des coachs Ouais, et le head bien coach sûr. d'une équipe. Si l'athlète s'est fait une entorse, si on lui met pas de froid, on est un mauvais kiné. Alors qu'on sait maintenant très bien que le froid, c'est pas du tout une obligation en aigu. Et si j'ai essayé, hein. Je suis arrivé, j'étais tout jeuneau là, hop, je suis arrivé avec mes bagages, j'ai dit, alors les gars, le froid, voilà, c'est ça, si, ça. Ils m'ont regardé et dit, attends, tu vas te taire, tu vas lui mettre sa glace. Et si t'es pas content, t'es mauvais. Mm. Donc, on se confronte aussi, voilà, la pratique c'est cool, mais à cause de ça, c'est aussi pauvre. Donc là où je kiffe mon métier, c'est-à-dire que je suis dans tout. Je suis dans le terrain, je suis dans le cabinet, je suis aussi dans les formations et je suis dans, par exemple là, j'étais à Nevers, il y avait un symposium à Nevers Ouais. Elite Training avec toute la clique des kinés et des préparateurs physiques en France. Mhm. Et voilà, et on papotait sur des études, etc. Alors, pareil, hein, il y a des praticiens qui sont très théoriques, très EBP. On sent qu'ils manquent de pratique. On a envie de Mm. leur dire, gars, t'es mignon, mais ça se pratique pas, ça. Mais c'est important quand même d'avoir cette approche-là. Voilà, le métier de prépa et kiné, d'une manière générale, est tellement riche que de se cantonner à un truc, c'est trop pauvre. Mm. C'est trop dommage. C'est rigolo ton témoignage sur quand tu es arrivé voilà, avec tes grands sabots à dire non, mais moi je fais pas ça, etc. par rapport et que le coach, j'ai eu le même cas il y On a l'a tous, quelques hein. années de ça. Et je pense que ouais, ça va parler à certains. Mais justement, moi, le message que j'aimerais faire passer à travers tout ça, c'est que selon moi, tu peux pas véritablement dire que tu travailles dans le sport si tu n'as que cette casquette. Voilà, en structure, en cabinet. Je pense qu'à un moment donné, il faut te confronter au terrain. Et si on va dire que tu n'as pas forcément l'envie de le faire, quand même aller sur les terrains et avoir un œil pas seulement de spectateur, mais Bah, t'intéresser à tout ça, notamment avec les athlètes avec qui tu travailles. ouais, ce qui se passe actuellement là, c'est qu'il y a plein de kinés du sport qui se forment à la kiné du sport, mais qui sont pas sur le terrain en fait. C'est-à-dire Mm, ils se disent kinés du sport, mais on oublie un petit détail. En fait, à la base, les kinés du sport à la base, il n'y a pas de formation, hein. La formation, c'est une exactement. formation de terrain à la Mm, base. À la base, les kinés du sport, c'est des gars qui sont au bord du terrain et qui s'occupent des athlètes. Et voilà, c'est ça, un kiné du sport. Donc, moi, souvent, on me dit, oui, comment, pour être le meilleur kiné du sport, et toi, comment on peut faire? Et je leur dis, déjà, va voir une équipe, propose-toi, il va pas pour l'argent parce qu'il n'y en aura pas, propose-toi, ramène tes petites bandes, tes petits trucs, et voilà, et tu vas pratiquer, 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 et c'est ça, la vraie formation, elle est là. exact. Donc, parce que, bon, je vais pas citer de nom, mais il y a des formations, elles abusent, quoi. Des trucs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des modules dans tous les sens. Tout ça pour une mention qui n'existe pas, c'est-à-dire le diplôme kiné du sport, qui n'existe pas. Un kiné du sport, pour moi, c'est un mec qui est sur le terrain, c'est sûr. Donc, tous les kinés du sport voilà, ils font des formations, ils sont dans leur petit cabinet, ils bougent pas de leur cabinet. Il y a deux options. Soit ils sont mauvais parce qu'ils font la kiné du sport dans leur cabinet. Mm, Parce que la kiné du sport, c'est quoi? C'est une kiné qui est relativement court terme. Parce que voilà, l'athlète, il vient, il se blesse, il doit plus avoir mal là pour pouvoir reperformer. Sauf qu'au cabinet, c'est l'inverse. Au cabinet, la personne vient, il y a pas de, ça ne doit pas être une kiné court terme, ça doit être une kiné qui tienne dans le temps, qui doit être quand même agir assez rapidement. Donc, on peut mettre un peu de kiné court terme, question qui sort de la séance bien,
mais il faut absolument inclure de la kiné long terme pour qu'ils ne reviennent pas toutes les 5 minutes. Sinon, on a la réflexion typique des patients qui disent ouais, la kiné, oui, c'est cool, hein. Bon, après, c'est sympa, mais ça ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que ça revient après. Mm. Ça fait mal, il fait des petits exos, des petites papouilles, des petites machines. Après, ça revient. Ok, c'est pas normal. Donc ça, il y a aussi ça. C'est les kinés qui font de la kiné du sport en kiné de ville. Donc Ouais. voilà. Comment tu vois l'évolution de la performance sportive en France d'ici 10 ans? On a en France un plafond de verre politique et financier. Encore une fois, ça c'est le terrain qui me l'a montré. De par les histoires là, du coach avec la glace et tout là. Voilà, ah, ça c'est typique, hein. Ça c'est un frein énorme. Les anciens qui restent sur leur acquis, qui sont persuadés parce qu'ils ont une expérience, ils détiennent la clé de tout, alors que les données de la science évoluent super vite. Bah ça, je pense que ça va être c'est un espèce de plafond qui bride l'évolution. Après, voilà, par rapport aux États-Unis surtout, hein, les États-Unis sont en retard sur plein de trucs. Eux, ils n'ont pas cette espèce de plafond de verre politique, espèce d'ego un petit peu. Moi, je suis entraîneur fédéral, donc tu n'as pas à donner ton avis sur l'échauffement des athlètes. Ça, c'est un truc qu'on m'a fait. Voilà, on m'a sorti ça. Ah Je ouais. vois l'athlète, il s'échauffe, enfin, les athlètes s'échauffent, ils font ça. Le mec va faire un combat, il fait des tours comme ça, tour de tête, tour de cheville, et il y va. Je dis bon, je me dis, ok, le mec a pas le temps, ok, vas-y, pourquoi pas. L'échauffement, il y a un petit truc subjectif, ok. Et puis je vois que tout le monde fait ça, et le coach, il me dit, ouais, enfin le chef des coachs, tu vois, il me dit, ouais, ouais, l'échauffement, c'est un peu libre. Alors, l'échauffement, si tu étais un tant soit peu formé, tu sais que l'échauffement, c'est le premier maillon de la chaîne de la prévention des blessures, en fait. Mm. C'est prouvé, archi prouvé. Et de la performance, je parle même pas de la performance, je parle juste que un athlète qui s'échauffe pas les épaules alors qu'il va faire un combat de boxe, va me dire, j'ai mal à l'épaule. L'effort, les tendons ne sont pas prêts, niveau neurologique, c'est pas prêt. Et le gars, il me dit, écoute, ça, c'est pas à toi de le dire, tu t'en occupes pas, c'est moi le coach, donc reste avec tes massages. Voilà, ça, c'est des réflexions que je peux avoir. Donc, l'évolution de la performance va être limitée par des gens comme ça. Mm. Et c'est des gens qui sont haut placés, et c'est des gens qui, voilà, on en a tous, dans tous les fédés, il y en a. Dans tous les fédés, il y a excuse-moi de l'expression, mais il y a des trous du cul Mhm. qui sont là et qui brident l'évolution des gens, tu vois, qui sont pas, qui veulent rester sur leur petite place, qui veulent pas qu'on les dérange et qu'on les fasse passer pour incompétents qu'ils sont. Voilà, je pense que la limite va être là. Ouais, effectivement. Dans les administrations, il y a beaucoup d'incompétents. Et puis, on le voit encore dans les médias. J'espère que d'une certaine manière, il y a des choses qui vont évoluer, qu'on va s'inspirer de ce qui peut se faire à l'étranger. Je pense Mm. notamment voilà, le fait que malgré tout, quand les sportifs partent à l'étranger, on en parlait tout à l'heure en off, ils se confrontent à donc d'autres athlètes, mais avec d'autres cultures. Ils peuvent, j'imagine, voir un peu ce qui peut se faire en dehors du ring ou de la cage dans d'autres sélections. Finalement, est-ce que ça ne doit pas venir des athlètes, tu vois, de se dire, attends, je comprends pas, là, le Cubain, le Russe, il fait différemment, potentiellement, et voilà, et de se questionner par rapport à tout ça. Oui, mais encore une fois, c'est le head coach. Le head coach, dans ces fédés-là, c'est Dieu. C'est-à-dire Exactement. que théoriquement, ça devrait être dès le plus jeune âge. Sauf que plus ils sont jeunes, plus c'est leur papa. Ils brident les athlètes et ils brident les professionnels, que ce soit de santé ou autre. Sur ça, je bosse à l'INSEP, hein. Je le côtoie tous les jours. C'est bridé fort. Et pourtant, l'INSEP, c'est le pôle qu'on est extrêmement loin du haut niveau, on est extrêmement loin de la performance. Tous les athlètes qui sortent de l'INSEP disent oui, bon, l'INSEP, c'est juste un camp militaire, quoi, qui a effectivement des moyens, qui fait des belles recherches, mais sur le terrain, voilà, encore une fois, on revient sur le terrain, bah non, c'est pas ça. Et les athlètes, s'ils veulent se prendre en charge et dire, bah moi, j'aimerais bien m'échauffer 30 minutes, bah le coach, il est en mode, il dénigre.
il va dénigrer, il va dire, allez, allez, elle l'a dit, va, faut qu'elle s'échauffe. Ok, Tu vois, ok. il Ouais, y a ouais, ouais. tout un. Ça, je te parle vraiment des choses de terrain. Le terrain, il y a quelque chose de psychologique de certaines personnes qui vient vraiment nuire fortement à la performance. Et ça, c'est clair que bon, bah, ça faudrait que ça change. Donc, a priori, plus le temps passe, plus les vieux vont partir. Et donc, du coup, les jeunes vont arriver avec les nouvelles connaissances. Et voilà, donc ça peut que aller vers le mieux. Ouais. Mais s'il dit, bah, le Cubain, regarde comme il s'échauffe, dit, oui, non, mais c'est un Cubain, hein, c'est bon. Ou alors, on n'a pas les moyens pour. On peut pas, on peut pas. On n'a pas les moyens pour faire ça. Ça, c'est D'accord. des réflexions comme ça. Ouais. Du coup, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Le meilleur conseil pour moi, c'est de ne pas négliger l'entraînement invisible. C'est 50% de la performance. C'est comme c'est invisible, il l'oublie parce que ça ne se voit pas. Mais l'entraînement invisible, sommeil, nutrition, charge d'entraînement, toutes ces choses-là, le but, le top de la performance, c'est déjà de ne pas se blesser dans un premier temps et dans un second temps, d'avoir une charge optimale de travail pour progresser sans s'alourdir. Donc le conseil, c'est vraiment se prendre en main et avoir une gestion de l'entraînement invisible au carré, quoi. Et se former, si on parle dans les sports de combat, se former, former pour les coachs, se former, super important, et les athlètes, quoi. Un athlète formé, forcément, et même si le coach il est un peu réfractaire, voilà, donc voilà, le meilleur conseil que je peux donner. Ouais, génial. Bah déjà, je pense que tous ceux qui écouteront le podcast jusqu'ici auront l'information et auront toutes les informations, toute la valeur que tu as apportée jusqu'à présent. Déjà, c'est beaucoup d'informations et justement, ça va ouvrir des pistes qui, je l'espère, vont aller vers autre chose pour ces personnes-là. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Je pense que je passerai. Alors, après, ça, c'est le truc, hein, c'est un peu le délire de gamin, mais je passerai bien du temps avec Bruce Lee. Ouais. Pourquoi Bruce Lee? Parce que déjà, en termes de philosophie, il était agrégé de philo, donc Mm, je pense qu'on parlerait bien. Il avait des notions de prépa physique de l'époque des années 70 qui finalement sont en train de revenir. mm, Par exemple, le Blood for Restriction. Blood for Restriction, ça c'est un truc qui date, hein. Il y a des marques qui s'en ont emparées, qui l'ont remis et tout, mais c'est un truc qui date. Les bodybuilders, déjà à l'époque, ils se faisaient des mm, occlusions de biceps pour que ça prenne. mm, Donc, du coup, discuter avec lui sur ces notions de prépa physique, la notion aussi de dopage, parce qu'on va pas se mentir, à cette époque-là, c'était aussi freestyle. Puis, qu'est-ce qui est sa notion, la notion du MMA, parce qu'au final, c'est lui qui a commencé, qui a planté la petite graine aussi du combat libre. On le voit dans Opération Dragon, il a déjà les mitaines, il a déjà des petits gants. ouais. Donc, voilà, discuter avec lui sur tous ces thèmes-là, ce qu'il en pense, et puis moi lui raconter, bah voilà, ça évolue comme ça. Et peut-être Vraiment. qui, ouais. Je vois. Est-ce que tu aurais un documentaire, une ressource, livre, podcast à nous conseiller? Bah, il y a un podcast qui est pas mal, c'est le podcast de Max Physiosport, je sais pas si tu connais. Ils sont plutôt pas mal faits, donc celui-là, je les conseille. Après, en termes de bouquins, moi, ce que j'aime bien quand on me demande, c'est proposer l'encyclopédie de la préparation physique, Yes. qui est un petit résumé, mais qui est quand même une mine d'or d'informations, que ce soit pour les kinés, que ce soit pour les prépas. Ça parle de tout, de la nutrition, ça parle de tout. Donc, c'est un bouquin, je trouve, de Fort Trainer qui est vraiment, donc, il y a une traduction hein, de ce qui se passe aux États-Unis, à l'échelle mondiale, mais vraiment une petite mine d'or en termes d'information. Donc, je pense qu'un bouquin intéressant à lire, si on s'intéresse à ça, ça serait Super. ça. Ok, génial. J'aimerais qu'on parle un peu des projets à court, long terme. Quels sont tes Ouais. projets futurs? Bah, là, en juin, je vais sortir une formation justement pour former coach, athlète, prépa aussi, kiné, sur la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat. Donc, Ouais. ça sera sur un week-end en présentiel. Je serai avec Nicolas Haute.
et Paul, un médecin qui s'occupe de la gestion des dossiers et justement de tout ce qui est post-commotion pour des organisations de MMA. Et donc, ça sera en présentiel. Et après, on filmera et puis ça sera en e-learning. Donc, ça, c'est en début juin, ça va sortir. Ça, c'est le projet court terme. Projet long terme, d'ici 2 3 ans, ça serait d'ouvrir un pôle, justement comme l'UFC Institute, un pôle autour du combattant qui va regrouper kiné, prépa, médecin, prépa physique, prépa mentale, nutritionniste. Voilà, ça va être un espèce de gros pôle comme ça, avec une zone de gestion de la récupération, avec bain chaud, bain froid, sauna, question d'isolation, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça sera à Paris. On recherche plutôt, là, je recherche des locaux, donc gros locaux, on va dire est de Paris, est-sud de Paris. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les clubs de sport de combat, c'est là où ils sont le plus localisés. Mhm. Donc voilà, ça c'est le projet là qui arrive. Génial. Franchement, ça, c'est vraiment un projet qui me fait kiffer. Franchement, tu me donnes des étoiles plein les yeux parce que, tu vois, pour moi, c'est ça, en fait, le futur. Donc, tendre vers ça, c'est génial. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si, s'il y a du coup des agents immobiliers ou des gens qui sont un peu dans le biz et qui ont des plans, peut-être te Ouais. contacter pour te proposer parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Je ne sais pas quelle surface tu recherches mais c'est pas toujours évident, surtout dans certains secteurs. Bah, faudra Donc, un truc sur soit sur 2 adresses différentes, c'est-à-dire le même bâtiment mais sur 2 adresses différentes, soit un truc sur 2 étages. Ça serait un gros gros truc quoi. C'est pas, on parle, ça se parle en millions quoi en termes d'argent. Je pense que 2 fois 300 m² sur 2 étages de 300 m², un truc vraiment gros truc pour pouvoir caser tous les professionnels. ouais, quel kiff. Quel kiff pour ces professionnels et puis pour les athlètes. Je sais pas si vous imaginez de ce que ça peut représenter pour tout ce petit monde-là. Donc, Surtout que je vais m'arranger pour que tous les intervenants soient formés au sport de combat. Ils doivent tous pratiquer. Ça sera vraiment que ça soit du stagiaire à la nutritionniste. J'ai déjà tout le carnet d'adresses. Tout le monde est dans les starting blocks. Ils attendent juste que j'ai les locaux et qu'on lance le truc. Ça va être un gros, gros truc. mm. Et puis, à propos de ta formation, je pense que déjà, on a un bel aperçu de ce que tu vas pouvoir proposer. Ouais. Et je pense qu'il y a une belle introduction sur tout ça. Justement, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette formation pour avoir plus de valeur à ce sujet-là, quel est le meilleur moyen de te contacter? Instagram, ça reste le meilleur moyen de me suivre sur Instagram parce que forcément, c'est là-dessus que je vais partager dès que la formation, dès qu'on va ouvrir la plateforme de paiement, boum, c'est là-dessus que je vais partager. Donc, Instagram, ça reste le meilleure option. Après, je suis à l'Aqua Boulevard pour ceux qui veulent me voir en présentiel. C'est dans le Paris 15e. Et puis voilà, Doctolib, hein, on connaît, hein. Parfait. La question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Alors du coup, est-ce que je ne sais pas si justement Nicolas Hoth, il est déjà passé? Non, non, non. Nicolas Hoth, c'est un préparateur physique et nutritionniste, mais lui pour le coup vraiment pareil, spécialisé sport de combat, Ouais. grosse expérience. Après il y a Rémi Physio. Rémi Physio est passé. Non, pas encore. Ah, Mais Rémi t'es Physio, pas le premier à m'en parler. Mais ouais, Rémi je l'ai Physio dans quand ma même. liste, Rémi. Ouais. Ouais, Rémi, il faut quand même. Et là, ce qui est pas mal avec Rémi, c'est qu'il a la double casquette. Alors, en même temps, il fait un petit peu moins de kiné. Il fait quand même plus de prépa. Mais il Mhm. a la double casquette d'accompagner une équipe de foot connue et en plus de s'occuper d'athlètes dans les sports de Modif. combat. Donc, il a cette double casquette. Il a les sports co et les sports individuels. Donc, Ouais, c'est intéressant. carrément. Bah écoute, ça serait un grand plaisir de pouvoir avoir ces deux professionnels au micro qui, je suis sûr, connaissant un peu leur travail, que ça serait plein de valeur. Yeah. François, je te laisse le mot de la fin. Rien laissé au hasard pour faire mieux que la chance. C'est génial. Merci beaucoup, François, pour toute Ça cette marche. valeur. Et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les informations et notamment les liens de François dans la description. Si tu as kiffé notre échange, pose ton 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai avec un grand plaisir.
Ça nous donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux pépites de François. Nous, on se Mm. retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force.